Mesdames, Messieurs, bonjour. Ces gros nuages gris-blanc qui nous ont apporté cette semaine quelques flocons de neige dans les Alpes et dans les Pyrénées nous indiquent que nous basculons progressivement de l'été vers l'automne. Mais tout comme l'hirondelle ne fait pas le printemps, les premières chutes de neige ne sont pas annonciatrices forcément d'un hiver précoce ou rigoureux. Aujourd'hui, nous allons faire fi des saisons. Nous allons traverser la Méditerranée pour nous retrouver dans le Haut Atlas marocain. Là-bas, dans ces montagnes situées, comme vous le voyez sur la carte qui est près de moi, à l'est de Marrakech, il se passe des choses tout à fait intéressantes. Depuis quelques années, en effet, le gouvernement marocain développe une politique de développement d'équipements touristiques en montagne. Oh, certes, la partie est loin d'être gagnée et il n'y a pas encore au Maroc des stations aussi bien équipées que celles que nous connaissons en France, par exemple. Mais comme l'on dit, le jeu en vaut réellement la chandelle. Les autorités marocaines, pour réaliser leurs objectifs, ont fait appel au savoir-faire français, aux techniciens français, notamment ceux formés dans la région de Briançon. C'est la vie de ces hommes sur le terrain, ils se relaient par équipe là-bas dans les villages marocains, que nous allons suivre avec ce reportage de François Dom et de Joachim Arlot. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un peu moins de 25 minutes. C'est ce qui reste. Tu t'es remis de ton... Tu t'es remis de ton... Jusqu'à l'arbre, qui est au milieu là. En ce jeudi d'avril 1988, journée de travail ordinaire pour une dizaine de jeunes Marocains. On va faire comme ces jours derniers là. On va se diviser en deux, il y en a la moitié qui part avec Alain, l'autre moitié avec moi. Et on va remonter pareil des endroits faciles là comme on a fait. Un peu d'escalade, un peu marcher dans les mains, apprendre à marcher sur les cailloux. On se retrouvera à peu près au milieu là de ces dalles avec Alain. Et après on fera des manœuvres de corde à la descente. Poser un petit bout de main courante, redescendre en désescalade. Ok, il y en a la moitié qui partent avec Alain. Bon, il faut rester groupé, hein, c'est pour toi. Il faut rester groupé. Et si les pierres qui tombent, elles tombent de moins haut. Le stage de formation au métier de guide se termine. Demain, presque tous seront des professionnels de la montagne marocaine. Le stage a été mené par des guides français qui, en 2 mois, ont précisé à leurs futurs confrères les règles d'un métier encore très méconnu là-bas. Alors, un truc qu'il faut faire attention là, si les gens font des pendules, c'est le frottement de la corde. Souvent, s'il y a des angles un peu trop vifs, ça peut Avant, la corde, hein. on ne connaît rien. On fait que les faux guides. On fait que les faux guides. Mais maintenant, on a par exemple, on a appris beaucoup de choses. On a appris l'escalade. On fait l'escalade et on a pris le terrain, la carte par exemple. On a pris la boussole. On a pris la sécurité de montagne. On a pris beaucoup de choses. Mais avant, on fait que les guides faux sitôt. Mets-toi bien en face. Vas-y, relève un peu, tu vois, regarde. Tu mets bien l'aiguille. Est-ce que ça donne bien sur le col? Oui. Oui, exact. Hein, c'est bon? D'accord. Depuis 1984, la France, par le biais du Centre régional des enseignements touristiques installé à Briançon, aide à désenclaver la montagne marocaine. Une idée venue il y a 10 ans à quelques ministres marocains, mais d'origine berbère, et qui tous regrettaient l'isolement de leur région. Une montagne immense, sauvage, rude, et pourtant relativement peuplée. Cette montagne est en fait une contrée particulière dans le Maroc parce que restée à l'écart de toute vie moderne. Pour les spécialistes, l'ouvrir au tourisme était envisageable, voire même souhaitable. Le terrain du sommet, du terrain à la carte, on ajoute 10. La base de tout, et qui procède tout simplement de l'expérience des Alpes européennes, c'est qu'on sait désormais que c'est le tourisme qui apportera dans l'économie de montagne les subsides nécessaires pour démarrer l'économie traditionnelle, c'est-à-dire l'agriculture et le pastoralisme. Et pourtant,
les vallées du Haut-Atlas central vivent depuis longtemps, au rythme des saisons et des souks. Ces marchés, une fois par semaine, réveillent un coin de désert. On vient de loin, de très loin, parfois 3 jours de marche dans la montagne pour vendre, acheter ou troquer. La vie est simple et probablement la même qu'il y a un siècle. Pas de voiture, pas d'électricité, un téléphone pour 25 000 habitants. C'est le bout du monde, à 3 heures d'avion de Paris. Bien que très attachés à leurs coutumes ancestrales, les jeunes sont pourtant impatients. Et le seul salut réside dans la fuite vers Casablanca, Marrakech ou plus grave, l'étranger. Il fallait donc rapidement inventer une sorte de remède miracle. Le but de ce projet, c'est de promouvoir cette région. C'est une affaire de promotion, c'est de faire bénéficier les gens de cette vallée le plus possible en leur offrant un métier qu'ils peuvent exercer ici sur place. Donc en quelque sorte, c'est une lutte contre l'exode rural. C'est un moyen de les faire gagner leur vie. Ici, c'est donc un apport et un débouché supplémentaire, en plus de l'agriculture qui constitue le pivot et la principale source de vie. C'est la première expérience au Maroc dans le domaine du tourisme de montagne. L'originalité de ce projet expérimental, débuté en 1985, réside en fait dans la variété des axes choisis. Loin de vouloir privilégier un seul secteur, les formateurs français, à partir de l'idée de tourisme, élément de désenclavement, ont voulu offrir un ensemble cohérent adapté à la vie en montagne. Exemple, la menuiserie. Ensuite, tu vas percer ici, tu perces là, et tu envoies une vis par derrière. D'accord ? C'est tout. Donc on a voulu former des menuisiers dans les Aït-Bougmaz, surtout les aider à l'installation par un apport de matériel, afin qu'ils puissent répondre à la demande locale en ameublement et en huisserie. Alors la deuxième partie, c'est la fabrication d'objets en bois, d'objets divers, que ce soit des plats, des cuillères, etc., qui peuvent être fabriqués pendant l'hiver, pendant la morte saison, et être vendus aux touristes à partir du printemps, aux touristes qui viennent faire du trekking en montagne ici. Alors une part de mon travail consiste aussi à venir voir mes anciens élèves dans les vallées, les assister dans leur travail, leur apporter du matériel donné par la France, leur amener des plans, etc. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dû faire 5 heures de mule pour arriver jusqu'ici. Je vais rester dormir à Bachkou et je repartirai demain matin. Précaution indispensable, le recrutement des élèves par vallée et par village assure une bonne répartition géographique et donc du travail pour tous. Bonjour. Ça va ? La base ? Tiens, alors je t'amène du matériel. Alors il y a des valets. Voilà. Tout au long de l'année, Xavier organise ses tournées, toujours à dos de mule. Les chemins ici n'ont pas été pensés pour les voitures, chaque déplacement est une véritable expédition, mais les paysages splendides récompensent l'effort. Brigitte, elle, se déplace à pied. Elle enseigne le tissage. En fait, elle permet à de nombreuses familles de renouer avec des traditions plus ou moins perdues. Brigitte, combien de kilomètres chaque jour ? Une quinzaine de kilomètres. C'est de la formation à domicile ? Voilà, je vais dans les familles intéressées tous les jours, puis on essaie d'améliorer un peu les techniques qu'on a trouvées sur place. Il n'y a pas un problème de langue ? Si, un gros problème. Même pour les Marocains, puisque ici les femmes ne parlent que berbère, Tachelait. Alors comment on fait ? On parle un peu avec les mains, en petit nègre. Oui, ma. Depuis des millénaires, les Berbères sont réputés pour leur art du tissage. Le véritable travail de formation consiste donc surtout à amener celles des femmes qui le souhaitent à réaliser des produits plus facilement commercialisables. Malika ?
Les femmes berbères, jamais, ne rencontreront directement le tourisme. Leur collaboration restera discrète et par respect des traditions, cachée des regards étrangers. L'homme, par contre, déjà en charge des travaux agricoles, voit plutôt d'un bon œil cette ouverture vers un monde différent. Car avant d'imaginer le tourisme dans la région, la seule véritable occupation, au rythme tranquille des saisons, reste l'agriculture. L'homme et la femme y travaillent de concert. Le printemps est la saison où il y a le plus à faire et la campagne est un véritable spectacle vivant et coloré. Des gestes ancestraux, 1000 fois répétés, des techniques immuables, avec en plus, depuis peu, ce tourisme qu'il faut bien prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Difficile, il faut tout changer. Good evening, sir. What's your name, please? My name's Smith. My name's Smith. Mohamed Achari est guide. Il a passé avec succès l'examen de fin de stage. À sa connaissance de la montagne, il souhaite ajouter les éléments qui feront de lui un vrai professionnel du tourisme. Les langues étrangères, sa maison qui offre une trentaine de places dans la formule du gîte, avec même de nouveaux aménagements en cours pour proposer plus, et puis plein d'idées pour mieux commercialiser son produit. Nous, on a monté une agence de voyage à Zilal pour faire monter les gens, pour que les gens savent qu'il existe des guides dans la montagne. Et on a monté aussi une agence de transport touristique pour faire venir les gens, parce qu'on a une piste un peu difficile. On aimerait bien de faire Land Rover tout terrain pour faire monter les gens qui aiment bien faire visiter notre vallée. Bonjour. Bonjour. لاباس؟ لاباس. إيش دورك شمار؟ واخا. واخا يلا. Élément moteur du développement touristique dans les vallées d'altitude, le gîte. Il est installé dans la maison familiale et le plus souvent est tenu par l'un des membres de la famille. Le confort y est rudimentaire, mais la propreté méticuleuse et la chaleur de l'accueil font oublier le peu de moyens dont disposent les habitants du Haut-Atlas. C'est la chambre. Une pièce unique, les banquettes de la journée deviennent les lits du soir et l'on trouve à profusion des couvertures pour la fraîcheur nocturne. Une cuisine permet de préparer le tagine à base des quelques légumes produits par la vallée, avec toujours, bien sûr, le thé vert, synonyme de bienvenue. Les gîtes dans la vallée des Aït-Bougoumez, il y a à peu près une dizaine sur toute la vallée. Et on ne veut pas avoir plus. C'est suffisant pour maintenant. Et ça existe depuis longtemps, sauf qu'on les a reconnus officiellement. L'État a donné des subventions pour l'aménagement de ces gîtes et ils sont autorisés donc à recevoir les touristes officiellement sans aucun problème. Et en plus, c'est un avantage puisque le coût n'est pas très cher. C'est dans les environs de 40 francs français la nuit, y compris le repas. Ces gîtes, installés dans les principaux villages, servent de point de départ à de nombreuses excursions, à pied, en mule ou en voiture 4x4. La montagne, des heures durant, offre une infinie variété de paysages, quelle que soit la saison. Et le touriste, s'il est un peu aventurier, y trouve largement son compte.
Regarde, il y a le cerveau. Je suis pas du tout photogénique, alors là je vous dis tout de suite. Attention au serpent! Ici, c'est la montagne aux pentes d'altitude tout de même. Cette montagne-là atteint 3005, d'autres près de 4000. C'est la montagne du ski. Plus loin, c'est la montagne de l'escalade. Il y a des belles vallées avec de belles rivières, il y a des zones forestières, il y a des zones désertiques. Bref, il y avait tous les ingrédients de différents types de sports ou de compléments esthétiques, si je puis dire. Dans l'esprit du pays, la véritable randonnée se déroule quand même à pied, l'ensemble des bagages étant chargé sur des mules. 5 à 6 heures de marche par jour sur des itinéraires connus et largement repérés par les guides marocains. D'ailleurs, préparer de nouveaux circuits et renouveler donc l'intérêt touristique fait partie de la formation que les Français ont prévu de donner aux Marocains. Et vous êtes déjà allé au château là? Château en haut? Non, juste dessus là. Pour les amoureux? Pour les amoureux? Pour les spécialistes du CRET, cet organisme de formation dont l'activité est déjà à plus de la moitié tournée vers la montagne, ce contrat avec le Maroc est inhabituel. Le contenu du programme de formation a été spécialement aménagé pour respecter les spécificités et l'identité des élèves marocains et surtout de leur cadre de vie. Alors les Français apportent un enseignement qui est bien entendu un enseignement de montagne, mais pas un enseignement sur la connaissance de la montagne. On ne va pas apprendre aux gens qui sont ici et qui y sont depuis des millénaires ce qu'est leur montagne. On apporte aux touristes une garantie de formation sur les problèmes d'autonomie, les problèmes de sécurité, les problèmes de topographie et de reconnaissance. Il importe que des gens qui prennent des cadres marocains formés à la montagne sachent qu'ils pourront évoluer avec eux en toute sérénité et en toute quiétude. Le processus de formation est classique. Un premier stage amène les élèves au brevet d'aide accompagnateur, puis en fonction des qualités de chacun, différentes sessions permettront d'atteindre les niveaux d'accompagnateur avec des spécialisations dans l'escalade ou le ski. Le CRET à Briançon a déjà reçu plusieurs groupes venus s'initier dans les Alpes au Christiania ou à la survie en mauvaises conditions météo. On est remonté en direction d'Aïd Saïd, là. On a pris un peu là. Et après... Autre bilan positif pour le stage, les élèves ont découvert de façon différente leur montagne. Nous avons vécu toujours dans la montagne et c'était quelque chose de normal pour nous. Maintenant, on peut mieux l'expliquer aux gens et mieux la rapprocher des étrangers, je pense. À cette meilleure connaissance de leur cadre de vie et de travail s'ajoute une formation plus générale avec, par exemple, les cours de secourisme qui sont donnés par le médecin envoyé en mission dans ce secteur du Haut-Atlas, un médecin intégré au projet de développement et qui compte de façon précise sur les guides. En tant que médecin, j'attends des accompagnateurs, et ça se voit dans les cours que je leur fais, qu'ils soient des promoteurs d'hygiène, des promoteurs de santé. Vous savez que dans ces régions qui sont difficiles d'accès, il y a une infrastructure sanitaire qui est relativement faible, il y a peu d'infirmiers, nous avons très peu de personnel, les douars sont très éloignés, et j'attends de ces promoteurs, de ces accompagnateurs, qu'ils soient un peu les porte-parole de ce que moi je voudrais que l'on transmette au niveau message de santé. Ces accompagnateurs seront très utiles pour secourir les touristes, etc. Il serait dommage qu'ils ne soient pas aussi là pour secourir un enfant qui a une diarrhée, un enfant qui a une conjonctivite, une maman qui est très malade, etc. Ils seront toujours dans la montagne, ils auront une aura de personnes qui ont étudié, qui côtoient des occidentaux ou des gens qui viennent des villes. Donc j'espère par ce côté-là qu'ils soient des promoteurs de santé, si l'on peut dire. Bon, pour la vie du prophète, toute la formation vise en fait à organiser par le biais d'un métier une région.
De plus, cette organisation doit être gérée par les habitants de la vallée. Et il a donc fallu penser aux moindres détails pour que les guides soient efficaces le plus rapidement possible. Devenu conducteur de caravane. Si un client demande à venir faire un trek au Maroc, dans l'atlas, qu'ils puissent après écrire. Donc on leur apprend à décrire un itinéraire, savoir ce qu'il va trouver sur place, les parties des itinéraires qu'ils vont traverser, si c'est joli, si c'est typique, les prix, combien cela va coûter, ce que cela comprend, toute la nourriture à emmener, les multis à prévenir, enfin toute l'infrastructure générale au trek. Et à bien le classifier de manière à ce que ce soit clair et pas brouillon. Le tourisme existait déjà, c'était un marché qui était utilisé par les guides de montagne étrangers, français en particulier. Les retombées économiques du passage de ces randonneurs là dans les hautes vallées du Maroc étant très faibles en fait. Ils utilisaient des muletiers, ils voyaient un petit peu des gens, ils passaient par les souks, mais ça restait dérisoire. Donc on cherche ici, par l'intermédiaire de ces formations, à augmenter les retombées économiques du tourisme dans le pays et puis à essayer de planifier ce qu'on a appelé un tourisme diffus de randonnée de montagne de manière à ne pas lutter contre d'une part une invasion éventuelle et puis toutes les nuisances que peut porter le tourisme quand il est mal vécu par la population. Le risque touristique, on le sait bien sûr, c'est une certaine pollution, mettons. Mais si l'on pense que le tourisme de randonnée, qui est un tourisme qui naît en Europe et ailleurs, et qui est un tourisme qui met le randonneur au niveau du montagnard, ils sont à pied tous les deux, ils se rencontrent à pied, et ce n'est pas le car climatisé d'où on regarde le montagnard ou tout simplement l'autochtone d'une façon un peu, mettons, hautaine, permet de penser qu'il y aura là une sympathie qui pourrait naître. Et une ouverture qui veut dire, pour ceux qui vivent là-haut, un changement total du mode de vie. L'isolement, 5-6 mois par an, c'est peut-être fini. Ça va changer quand même, pas comme maintenant, avec une route, avec l'électricité, avec des gens qui viennent beaucoup, qui font visiter les gens, la vallée. Alors ça va changer, mais c'est normal. Je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste pour les 10-15 ans à venir et plus optimiste pour les 20 ou 25 ans plus tard. Parce qu'au début, il va y avoir une influence et dès qu'il y a une influence extérieure, on prend en général, malheureusement, on prend ce qu'il y a de bon, mais on prend aussi ce qu'il y a de mauvais. C'est absolument typique au niveau architecture, au niveau habitat, au niveau habitude, certaines habitudes où on le prend uniquement ce qui brille et on ne garde pas ses propres valeurs traditionnelles et il ne faudrait pas que tout bascule tout d'un coup. C'est le risque dans les 10-15 ans à venir. C'est vrai qu'avec la desserte Aït Mohamed Tabant, donc on a une piste qui bientôt sera aménagée, qui sera goudronnée. Ça nous apportera peut-être la civilisation ici. Avec la civilisation, on aura peut-être quelques inconvénients. C'est que je crois que la plupart de ces champs-là seront remplacés par des immeubles, donc il y aura le paysage qui tendra à disparaître. Mais c'est normal. C'est dommage, mais c'est comme ça la vie. Prémisse de cette civilisation tant souhaitée, le nouveau centre de formation en pleine construction. Dès l'an prochain, il accueillera 2 fois plus d'étudiants dans de nouvelles disciplines. À ceux qui, en terminant le stage, vont devenir des professionnels de la montagne marocaine, de conseiller maintenant calme et sagesse. En Europe, on s'aperçoit trop tard que la nature mérite respect et modération. Et il ne faudrait pas que notre expérience incite d'autres contrées restées vierges à se lancer dans les mêmes erreurs. Pour l'instant, personne n'a fait miroiter aux Berbères du Haut-Atlas la possibilité de vivre un jour de l'industrie du tourisme. Personne, pour l'instant.
Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette formidable région de l'Atlas marocain, 2 bouquins de référence. D'abord pour les trekkers et les randonneurs, le guide alpin du Haut-Atlas central. Il est l'œuvre de André Fougerolles. Et puis si vous voulez faire mieux connaissance avec les populations locales, alors prenez vraiment le livre d'Odette Berneza. C'est Hommes et vallées du Haut-Atlas, un livre qui est paru il y a quelques mois aux éditions Glénat. Avant de nous séparer, 3 informations pratiques. Tout d'abord, sachez que Montagne, qui est diffusé le dimanche à 17h, est désormais rediffusé le samedi suivant à partir de 11h, juste avant la rediffusion de nos amis de Thalassa. Seconde information pratique, vos vacances d'été sont terminées. Peut-être pensez-vous déjà à celles d'hiver. Sachez que par Minitel, vous pouvez déjà réserver vos prochains congés d'hiver. Vous faites le 3615, le code FR3 et Montagne. Toutes les informations sur toutes les stations françaises de sport d'hiver. Et puis dernière information, et non la moindre, notre prochaine mission Montagne. Elle sera consacrée aux ours, au problème de la disparition des ours que nous avons déjà évoqué l'an dernier. C'est un reportage de Jean-Louis Bessières et Christian Bouchardy dans une réserve de Bosnie-Herzégovine en Yougoslavie. Ne manquez sous aucun prétexte ce reportage vraiment exceptionnel. À dimanche prochain, donc 17h, on se quitte bien sûr avec des images qui, je l'espère, vous donneront envie de suivre Montagne dans 8 jours. أنا عندي حجري تبغى Ça va? Nous sommes dans l'un des Émirats du Golfe Persique, le dimanche, pardon, le vendredi. Il n'y a rien à faire, vraiment rien à faire, à part sortir de la ville et aller jouer avec le désert. Ici, chaque famille a 2, 3 voitures et au moins un 4x4. C'est le sport préféré des jeunes. Le désert est déjà un fantastique terrain de jeu. Eh bien, ici, on a imaginé mieux. Les dunes, sous l'effet du vent, prennent la forme d'une véritable arène, dans laquelle on tourne le plus vite possible pour rester le plus haut possible et le plus longtemps possible. Ni loi, ni règles, on s'éclate et on regarde. Pendant des heures, les voitures vont se croiser, se doubler. Et leurs conducteurs vont rivaliser d'audace ou de folie. Ceux qui passent